Alors on va zoomer maintenant sur le cas de la France et on va passer du macro au micro d'une certaine façon avec le regard de 4 groupes internationaux pour cette séquence attractivité, la France touchée mais pas coulée. Dominique Seux est déjà là. Merci Dominique de votre fidélité à notre événement. Ils arrivent. Didier Genois, vice-président directeur général de carrière HVAC Europe. Hugues Bellet, directeur général de General Electric Europe. Thierry Troudet, je t'ai promu rapidement. Thierry Troudet, directeur général d'Ecolab France. Et Xavier Martin, président d'Henkel France. Je demanderai simplement à Dominique, outre le brio habituel avec lequel il va mener les débats, d'être vigilant sur le timing. Merci, bon débat. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous, je suis donc Dominique Seux des Échos et de France Inter. Nous allons cavaler un peu, puisque nous ne voulons pas vous priver de la pause qui est prévue à 11 h. Donc nous allons un peu compresser le temps, mais la qualité en sera encore renforcée. Donc c'est la première table ronde qui va donner la parole aux acteurs de terrain. Donc nous avons 4 acteurs de terrain pour échanger avec le titre qui a été choisi, Attractivité, la France touchée, jamais coulée. Bon, ces 4 acteurs que je vais présenter, mais à qui je vais demander en même temps de nous dire quelles sont à la fois leurs activités, vous les connaissez, mais il n'est pas inutile de le repréciser, quelles sont leurs implantations en France pour démarrer. Alors, peut-être à ma gauche, Didier Genois, bonjour. Dites-nous, donc vous êtes vice-président et directeur général de Carrier en Europe, en France et en Europe. Et Moyen-Orient. Et Moyen-Orient, formidable. Votre activité, vos implantations en France. Alors Carrier est une société américaine implantée en Europe. Carrier au global, c'est une vingtaine de milliards, un peu plus de 20 milliards, 52 000 personnes. En Europe, c'est 15 000 personnes, 15 000 emplois présents sur les différents pays. Et la France spécifiquement, c'est 7 200 personnes. Et votre métier plus précisément? Notre métier, c'est nous sommes leader mondial dans le chauffage, climatisation. Chauffage, climatisation. À ma droite, Hugues Bellet, directeur général de GE en France. Même question, même présentation. Alors, une courte page d'histoire. GE et la France, c'est 130 ans d'histoire. Donc on est implanté depuis 1893 en exploitant les brevets d'Edison. Et aujourd'hui, GE, c'est 15 sites industriels, 10 000 salariés, essentiellement dans le secteur de l'énergie. Vos plus gros sites en France, où ça? Belfort, c'est assez connu. Ouais. On a développé depuis les énergies renouvelables entre Cherbourg et Saint-Nazaire, et puis des activités de réseau entre Lyon, Villeurbanne et Aix-les-Bains. À votre gauche. Merci. Xavier Martin, président de Henkel France. Même question. Bonjour. Bonjour. Donc Henkel, c'est un groupe allemand qui fait 22 milliards. On a à peu près les mêmes chiffres. Implanté en Allemagne. Henkel en France, c'est un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 800 collaborateurs. Ce sont des produits leaders sur leur marché comme la lessive Le Chat ou Xtra dans la grande consommation, mais aussi des produits industriels de colle et d'adhésifs pour faciliter la production de voitures, de produits de grande consommation. On a 2 sites industriels en France, 2 usines, donc 80% de la production est exportée dans le monde. Très bien, merci. Et enfin, Thierry Troudet, directeur général d'Ecolab France. Bonjour à vous. Bonjour, Thierry Troudet. Le groupe Ecolab, c'est environ 15-16 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 50 000 collaborateurs. Et en France, c'est environ 2 000 collaborateurs. Les principales activités, c'est la protection de la personne dans l'hygiène et la protection de l'énergie et de l'eau en général. Voilà, donc nous avons 4 industriels dans des domaines extrêmement différents, mais qui sont tous dans l'actualité. Hugues Bellet, on va évoquer évidemment plus en détail les atouts et les défis pour l'attractivité en France. On va rentrer, ça a été dit à plusieurs reprises, sur les irritants, mais on va commencer quand même par les atouts très concrets vus de la fenêtre des industriels. Hugues Bellet, je me tourne d'abord vers vous. Bon, vous êtes présent, donc vous l'avez dit depuis extrêmement longtemps en France. Qu'est-ce qui explique l'attractivité d'un pays comme la France aujourd'hui, à vos yeux? Alors c'est vrai qu'on est présent depuis très longtemps et on écrit une nouvelle page d'histoire puisque GE va se transformer une nouvelle fois et donnera naissance l'année prochaine, en 2024,
une nouvelle entreprise, GE Vernova, qui rassemblera l'ensemble des activités énergie, qui sera indépendante du reste du groupe GE. Pourquoi je vous précise ça? Tout simplement parce que la France, pour GE Vernova, ce sera le 3e pays, après les États-Unis bien entendu, en termes d'empreinte industrielle et de nombre de salariés. Le deuxième étant, puisque l'Inde. L'Inde. Donc on est présent sur une grande partie des activités énergétiques, entre l'éolien, les réseaux électriques, le thermique, qui reste un élément important, et l'hydroélectricité. Donc les atouts en France, pour GE, ce sont évidemment les infrastructures. Plus récemment, avec le développement de l'éolien en mer, on a constaté que des infrastructures portuaires sont essentielles, et la France répond à ce besoin. Après, on bénéficie d'un écosystème très riche. Labos de recherche, PME, sous-traitants, et quelques ovnis que personne ne connaît vraiment, les ITE et les IRT. Qu'est-ce que ce sont ces bêtes-là? Quesaco. Quesaco, exactement. C'est né de la crise financière 2008, premier programme d'investissement d'avenir, ITE pour Institut de transition énergétique, IRT pour Institut de recherche technologique. Ce sont des partenariats publics-privés qui nous permettent d'incuber de l'innovation, de faire des développements sur des nouveaux équipements. Et typiquement, à Villeurbanne, où on a un gros site de production d'équipements haute tension, on travaille avec l'ITE de Supergrid pour développer les équipements du futur sur les réseaux électriques, qui, dans le contexte actuel d'électrification massive qu'on va subir, ou en tout cas qu'on va accompagner, ces équipements seront nécessaires. Mais alors, quand on vous voit, quand on connaît l'histoire de votre groupe, on se dit, bon, quand il y a l'IRA aux États-Unis, il y a beaucoup d'activités ou d'investissements que vous pourriez développer en France, où vous dites, l'IRA, c'est quand même plus sympa qu'en France, donc vous y allez à fond, non? Sauf que nos métiers sont très régionalisés. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de techniques, mais aux États-Unis, vous êtes branché sur du 60 Hz, en Europe, sur du 50 Hz. Donc, vous avez des équipements qui sont propres aux États-Unis, qui sont fabriqués aux États-Unis. Pour la plaque européenne, plutôt se positionner sur l'Europe. Donc, l'IRA ne déplace pas des investissements depuis 8 mois. Exactement. Et si je prends un exemple encore plus concret, qui est l'éolien en mer, les premières usines ont été implantées en France, entre Saint-Nazaire et Cherbourg. On a mis en service le premier champ à Saint-Nazaire il y a moins d'1 an. Ces sites vont contribuer aux besoins des marchés européens. Le marché américain se développe, et s'il se développe suffisamment, des usines vont être implantées. Les coûts de transport, en fait, ne justifient pas des délocalisations aussi importantes. Vous voyez Merci. que des turbines, c'est quand même un peu lourd. 800 tonnes, voilà. Une turbine, 800 tonnes le mât, une pale 50 tonnes, 100 mètres de long. Bon. Dans le contexte de transition énergétique, effectivement, il y a une logique à baser les sites au plus près des marchés. C'est très clair. Xavier Martin, de votre côté, quels sont, alors de votre point de vue, toujours sur les atouts pour votre groupe, en fait, de la France? Alors, il y a plusieurs types d'atouts. Il va y avoir les atouts très tangibles que l'on connaît en France, comme les infrastructures, l'énergie décarbonée ou le coût de l'énergie, qui est inférieur aux moyennes européennes. Notre culture d'innovation aussi, notre formation de haut niveau. Donc chez nous, chez Henkel, la France est quand même un pourvoyeur de talents à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de collaborateurs français qui partent dans d'autres filiales et qui vont avoir un impact normalement très très fort, notamment en termes de culture d'innovation. Vous-même, j'imagine que vous avez beaucoup circulé. J'ai eu la chance de beaucoup circuler dans quel pays, bien sûr. Donc en Allemagne, en Arabie Saoudite et en Tunisie. D'accord. Voilà, donc un peu diversifié, et en France aussi. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est l'aspect intangible que je vais appeler l'image du pays. Et quand on dit à quoi pensez-vous quand vous pensez à la France, on va sûrement penser à notre gastronomie, peut-être notre capacité à se révolter un petit peu, mais on va peut-être pas forcément tout de suite penser à notre activité économique. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que sur la dernière année, je pense que la perception de la France a évolué de façon très positive. Et il y a 2 articles ou 2 magazines majeurs qui ont fait des articles très intéressants. Il y a The Economist qui a titré, je crois en juillet, en dessous, La révolte, le succès caché de la France. Et puis il y a Der Spiegel en Allemagne qui a aussi titré et fait un article sur la France, l'Allemagne en mieux. Oui. Ça, c'est quand même, venant d'une boîte allemande, c'est quand même fort. Donc ça montre que l'attractivité de la France, son image évolue.
Alors, il y a des désavantages qui ont été gommés. On a beaucoup parlé d'impôts sur les sociétés, d'impôts des productions, le CIR. Et je pense qu'il y a aussi 4 nouveaux sujets sur lesquels ce sont des atouts prometteurs, si je pourrais dire ça comme ça. Déjà, c'est la capacité depuis les derniers mois à développer l'apprentissage en France. Donc, intégrer très rapidement dans nos entreprises à un coût très abordable. C'est une petite musique allemande. Oh oui. Mais je pense qu'elle a été, je ne sais plus qui disait ce matin, on regarde ce qui se fait de bien et on essaye de l'implémenter chez nous, l'exécuter chez nous. Je crois que la France est passée de 400 000 à 800 000 apprentis et ça c'est super pour intégrer et développer des talents. La deuxième chose, c'est la mise à disposition de notre force d'innovation au service de la RSE, au service du développement durable. La France est assez pionnière là-dessus et notre capacité d'innovation sur ce sujet-là est, je pense, un atout futur. Le troisième, l'avant-dernier, c'est la facilitation du dialogue social. Il y a eu des réformes qui ont été faites sur les 10 dernières années, sur la mise en place des ruptures conventionnelles, sur les barèmes, entre guillemets, des coûts quand on investit sur des restructurations. Donc ça permet aussi de fluidifier et de faciliter les investissements de changement dans nos structures. Et puis le dernier, c'est entrepreneur. Alors entrepreneur, c'est un mot français qu'on utilise partout dans le monde, et puis on est en train de redécouvrir en France que c'est un mot français. Et il y a une statistique, moi, qui m'excite. Il y a 10 ans, 13% des 18-25 ans voulaient être entrepreneurs. C'est pas beaucoup. On est en 2023, maintenant c'est 60% des 18-25 ans. Et bien ça, je pense que c'est un atout futur pour nous, en tant que pays, pour la France. Je crois que c'est le président George Bush père qui avait dit un jour « Les Français n'ont même pas le mot entrepreneur en français ». Oh, j'aurais dit que ça aurait été son fils qui aurait dit ça, mais... Peut-être son fils, effectivement. Et les irritants, les points qui restent à faire. Alors, je vais revenir sur le dialogue social. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. La simplification avec les CSE, je parlais des ruptures conventionnelles, avec une sécurité sur les coûts, des timings qui sont assez planifiés et prédictibles quand on investit sur des changements de structure, parce que c'est aussi notre rôle de préparer le futur en adaptant notre structure. Donc ça, c'est des changements très, très structuraux, et là, je vais être très granulaire sur des irritants. Il y en a 2 que j'aimerais citer. Le premier, c'est les expertises. Alors, les CSE, pour les aider dans leur réflexion, ont le droit de demander des expertises. C'est payé par l'entreprise et les entreprises n'ont pas de droit de décision là-dessus. Une expertise, c'est 50 000 €. Quand on a fait 10 par an, vous comptez, c'est un coût assez important. Donc voilà, avoir une réflexion sur comment peut-être un peu réguler ou être dans la codécision sur les expertises pour baisser les coûts, en tout cas qui crée vraiment de la valeur dans le dialogue, c'est un premier point d'irritant. Le deuxième, encore plus granulaire, parce que c'est là où sont les vrais problèmes, c'est quand vous investissez sur une restructuration, vous devez faire de la documentation. En France, on doit faire des livres qui font à peu près 200 pages. En Allemagne, on fait la même chose, mais c'est 5 pages. Et le droit allemand n'est pas forcément beaucoup plus libéral sur la protection. Précisez-moi ce que sont ces livres. C'est pour expliquer la nature du projet et justifier la raison économique ou la raison de compétitivité du projet. C'est des livres qu'on doit donner à la Drieetz, par exemple. Donc rédiger 200 pages, ce n'est pas la même chose que rédiger 5 pages. Après, ça attire des questions. Et après, on a des organisations qui sont très polluées à répondre à des questions au lieu de se focusser sur la transformation de l'entreprise. Donc, très granulaire comme exemple, très irritant et très polluant dans la félicité, dans le très dialogue précis. social. S'il y a des représentants ici de l'État ou du gouvernement, peut-être qu'ils ont déjà pris en note. Didier Genois, pour Carrier, alors évidemment sur les questions de transition écologique, et je repose un peu la question qui était évoquée avec GE, c'est est-ce que la comparaison entre l'IRA et les financements publics français est à l'avantage ou au désavantage de l'Europe et de la France en particulier? Alors, je dirais qu'on... Vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est. Je dirais que même si on est aux États de la France aujourd'hui, il ne faut pas regarder la France uniquement individuellement et indépendamment de l'Europe. Nos maisons mères qui sont basées aux États-Unis, notre maison mère qui est basée aux États-Unis, regarde vraiment ce qui se passe en France et en Europe dans son ensemble. Et quand on parle de transition écologique, transition énergétique, clairement, la France et l'Europe sont en avance par rapport au reste du monde. Donc il y a une très grosse attention
sur qu'est-ce qui se passe en Europe en termes de normes écologiques, parce que ça définit ce qu'on va voir arriver dans d'autres pays du monde ou d'autres régions dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc ça, très clairement, notre maison mère américaine regarde ça de très près. Clairement, le marché de décarbonisation, transition énergétique va exploser en Europe. Et à ce titre, même si nous sommes un groupe américain, il y a des très gros investissements qui sont faits actuellement pour adresser ce besoin. À titre d'exemple, par exemple, on est en train de faire l'acquisition d'une grosse entreprise allemande qui est plutôt pionnière dans le domaine, qui s'appelle Viessmann. Donc ça fait partie des investissements qui sont faits aujourd'hui en Europe pour accompagner la transition énergétique. Mais est-ce que votre maison mère américaine regarde l'Europe et la France en disant bon, ce qu'ils font sur la transition, c'est bien, mais honnêtement, c'est n'importe quoi? Ou est-ce qu'ils se disent l'Europe est en avance de phase? Pas du tout. Ils regardent ça en disant l'Europe est en avance de phase. Et il faut, si on veut anticiper ce qui va se passer dans le reste du monde, il faut regarder ce qui se passe en France et en Europe. D'accord. Et donc, sur le plan à la fois des enveloppes et des procédures, vous dites que l'Europe n'a pas à rougir. Là, on parlait des aides publiques. Voilà, ma question, c'était notamment sur les systèmes de... non seulement d'ailleurs les aides, mais aussi les procédures. On parlait du foncier tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas à rougir, ou il y a à rougir, ou il y a des choses à faire? Alors là, le point de comparaison ne va pas forcément à l'avantage de l'Europe. Si vous comparez l'IRA, je crois que l'IRA, c'est à peu près 379 milliards d'investissements. Je crois que le plan France 2030, c'est à peu près 54. Donc, OK, la taille des pays n'est pas la même non plus. Oui, au niveau européen, il faut peut-être un peu additionner voilà. tout ça. Donc, il faut additionner au niveau européen. La grosse différence, c'est que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous voulez faire appel à des aides. L'IRA, vous avez une réponse dans les 48 heures, vous avez les fonds dans les, on va dire, 1 à 2 semaines. En Europe, il faut déjà comprendre, c'est quelles sont les modalités, quelles sont les aides auxquelles vous pouvez accéder. Donc déjà, il y a un très gros manque de communication et de lisibilité. Et ensuite, une fois que vous avez compris ce à quoi vous avez droit, pour obtenir les financements, c'est encore une démarche qui est très complexe. Donc je dirais, il y a ce qu'il faut, mais c'est très complexe et pour comprendre exactement comment ça se passe. La réponse et les financements en 1 et 2 semaines, vous signez de votre sang. C'est vraiment le cas comme ça, 1 semaine. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Comme on est un groupe américain, on a aussi l'avantage de pouvoir comparer ce qui se passe dans les autres régions du monde. Et clairement, quand vous avez des projets où vous pouvez demander des financements via l'IRA, c'est très rapide. Merci Thierry Troudet. Alors, vous êtes spécialisé sur les technologies et services de l'eau. Et votre maison mère, disiez-vous en préparant cette table ronde, vous soutient pour investir en France. La France est un pays leader sur les questions de l'eau. Comment est-ce que se passe ce soutien et jusqu'où va-t-il pour l'industrie la mutation des industries de l'eau en France? Alors, le plan eau a été dévoilé par le gouvernement il y a quelques mois. Ce plan eau a été un catalyseur vraiment de réflexion au sein du groupe, parce que la France est passée pas d'inconnu, parce que c'est un pays très important pour le groupe au sein de l'Europe, mais un pays phare, un pays pionnier, qui pense à développer son activité à travers le développement durable et à protéger ses industries. Donc le plan eau, ça a été vraiment un effet cataclysmique. Tout le monde s'est dit, on va prendre la France en exemple et on va déployer toutes les actions qu'on voulait déployer pour économiser de l'eau en partant de la France. C'est ça veut dire économiser les fuites, ce genre de choses. Hein. Exactement, donc ça va être réduire les consommations d'eau, ça va être optimiser les traitements d'eau. Alors l'eau, et je suis passionné par l'eau, sans eau, aujourd'hui, on ne vit pas. Et on employait un mot, c'est Marc Lermite qui l'a dit, la rareté. La rareté de l'eau fera que nos industries s'arrêteront. Donc l'objectif n'est pas uniquement d'économiser pour économiser, c'est vraiment d'aller dans une démarche où on va protéger nos industries, et là on est vraiment sur l'attractivité. Parce qu'en protégeant nos industries, on va vraiment pousser vers une attractivité pour se développer. Mais vous vouliez quand même dire quelque chose sur la façon dont, alors je ne sais pas si France Relance ou d'autres types de plans, finalement interviennent ou pas dans le domaine de l'eau. On l'a dit avant, c'est l'eau, on a parlé de sa rareté et c'est critique. Malheureusement, les systèmes de financement sont très compliqués. Et je le vis au quotidien avec des industriels qui passent leur temps à nous demander comment fait-on, où doit-on aller, quelle est l'agence qu'on doit contacter. C'est différent par région, par département. Et les sommes investies, quand vous regardez, on a parlé l'IRA 454 milliards, et là on parle de 470 millions.
Donc on alloue 470 millions à l'eau et sans eau, on ne pourra pas produire. Pourtant, un plan eau a été présenté par Christophe Béchu il y a quelques mois, mais c'est pas à la hauteur, ou en tout cas, il n'est pas bien adressé. Les budgets sont limités et pour l'innovation, le projet, enfin le plan, l'appel à projet Innovo, c'est 100 millions. Donc on parle 400 milliards, 54 milliards, 400 millions, 100 millions. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Soyons très pratiques, quelles sont les conséquences des plans eau pour les PME, TPE? Alors, pour une grande entreprise qui a préparé depuis longtemps son développement durable, son reporting CSRD, ces choses-là, c'était évident pour eux qu'il fallait travailler sur la problématique de l'eau. Les PME, les ETI n'ont jamais pris en compte ces paramètres. Et aujourd'hui, les prendre en compte, ça veut dire qu'ils doivent investir. Ils doivent investir pour économiser de l'eau parce que ça va être des arrêtés préfectoraux qui vont leur interdire de produire. Alors pour ça, il y a des solutions onéreuses, mais il y a aussi des solutions qui sont peu onéreuses, c'est qu'ils doivent déjà travailler sur leur qualité de circuit, enfin, éviter des fuites. Dans toutes les usines de France, dans toutes les usines d'Europe, il y a des fuites d'eau. Rien que d'économiser permettra de ne pas investir trop sur des technologies plus lourdes. Merci Hugues Bellet, donc GE. Bon, évidemment, vous êtes sur l'énergie. Quels sont les... racontez-nous un peu ce que vous faites d'ailleurs en matière de transition énergétique. On lit beaucoup en ce moment qu'il y a l'éclatement de la bulle éolienne, qu'il y a des investissements colossaux et on manque un petit peu de moyens. Racontez-nous votre métier aujourd'hui. Peut-être qu'on va poser le contexte. Un chiffre, 42,5%, c'est l'objectif de la part de renouvelables dans la consommation finale d'électricité pour l'Europe. Donc ça, c'est la directive qui a été adoptée et qui va se transposer un petit peu dans tous les pays. La France a dévoilé un petit peu sa copie hier et fixe l'objectif à 45%. Aujourd'hui, on est à 21%. Donc c'est un objectif à 2030. Il nous reste 7 ans pour passer de 21 à 45%. Donc que fait GE dans cette histoire? GE fournit des capacités de production électrique dans l'éolien, dans l'hydraulique, dans le thermique, renforce les réseaux, parce que vous n'allez pas mettre des gigawatts sur le réseau sans renforcer, optimiser et déployer de nouveaux réseaux, parce qu'il va falloir des connexions. Donc tout ça, c'est l'activité de GE, en France, en Europe et dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a la prise de conscience européenne, française, sur le développement du renouvelable, il y a la volonté, il y a l'ambition, et puis après, il y a la mise en route. Et de ce que je vois de la feuille de route française, la ministre de l'énergie a annoncé 10 gigawatts dans l'éolien en mer, un appel d'offres qui sera lancé en 2025. On n'attend pas des résultats de mise en service avant 2030. Si je vous raconte l'histoire de GE, dans l'éolien, on a signé un contrat en 2010-2011. Le parc que je mentionnais tout à l'heure, il a été mis en service en 2022. Ça, c'est l'éolien en mer. L'éolien en mer, 10 ans. Sachant que pour produire 80 éoliennes, la taille de ce parc, il faut moins d'1 an pour GE. Donc il est resté 9 ans pour GE. Donc il faut remplir les usines aussi. Donc il faut avoir cette visibilité. Une loi a plutôt changé la chose a raccourci les délais, les procédures, les consultations, non? Oui, alors 2019, nouvel appel d'offres sur Dunkerque cette fois-ci. On attend le champ pour une mise en service en 2028. Donc je vous dis, ça accélère, mais on ne peut pas non plus accélérer et limiter les recours que certains peuvent avoir sur ces implantations. Donc on accélère, mais ces projets prennent du temps. Et vous parliez de la difficulté de l'éolien aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des gros problèmes sur la filière, il faut la renforcer. Et quand vous avez des durées aussi longues sur des projets, que vous prenez des engagements il y a 3, 4, 5 ans, qu'entre-temps, vous avez une crise inflationniste qui débarque, on prend une commande à certains prix et puis après vous exécutez à certains coûts. Est-ce que c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'appels d'offres ont été infructueux ou sont infructueux Exactement. En ce moment sur l'éolien en mer? Exactement. Aux États-Unis, il y a eu, on va dire une suspension, mais qui vraisemblablement arrivera à un abandon de projet, parce que les prix qui ont été fixés pour l'électricité sur 15-20 ans ne correspondaient plus au coût du développement du projet. Parce que vous avez l'inflation sur les matières premières, vous avez l'inflation sur les coûts de l'énergie, vous avez le renchérissement des coûts de financement de ces projets. Les taux directeurs sont montés jusqu'à 5%. Donc tout ça, ça fait gonfler l'enveloppe, vous n'êtes plus équilibré. Donc les projets sont abandonnés, des appels d'offres sont infructueux. Au Royaume-Uni, c'est le cas. C'est-à-dire que le Royaume-Uni avait fixé un prix d'électricité, aucun développeur n'est venu présenter une offre. Et donc il faut
Maintenant, on l'a vu, hein, la dernière réforme avec EDF qui fixe un prix à 70 €. On sort du mécanisme ARENH qui était à 40 € du mégawattheure. On commence à donner un prix à l'électricité. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale que ces projets coûtent, mais qu'on n'a pas le choix. Les 70 € vous paraît... alors c'est à terme, hein, c'est après 2026. C'est à terme et ça comprend tous les coûts de construction du nouveau parc. Vous achetez cette nouvelle organisation du marché de l'électricité ou pas? Directement concernés parce que nos usines ne sont pas électro-intensives. Donc nous, on va pas passer un contrat pipillé comme d'autres acteurs de la sidérurgie, des cimenteries vont le faire. Mais oui, le fait de remonter ces prix fera que EDF va pouvoir financer sur le long terme ces investissements. Thierry Troudet, je reviens vers vous. Quels sont les principaux concurrents que vous affrontez, à la fois les entreprises, mais aussi les pays? En termes de pays, un des axes de développement du groupe, c'est de supporter les technologies autour de l'hydrogène. Et on a une grosse concurrence des pays du Golfe qui sont dans une dynamique différente de nous. Alors, étant des experts de l'eau, il faut beaucoup d'eau pour faire de l'hydrogène. Et on n'a pas encore, nous, les solutions en Europe, alors que les pays du Golfe les développent alors de façon différente. On pourra toujours discuter de la qualité de ce qu'ils font, mais ils avancent très vite avec de très gros moyens. Ça, c'est une première dimension. Et la deuxième dimension, je dirais, elle est plus macroéconomique, on en a parlé, c'est l'IRA. Donc l'IRA ne va pas déployer, ne va pas changer, ne va pas déplacer les investissements. Par contre, en termes de priorité, il peut changer les priorités d'un groupe. Et c'est là la grande difficulté, c'est que lorsque vous mettez 400 milliards sur la table qui est accessible instantanément, on peut déployer des ressources humaines là où l'argent est. A contrario, on ne va pas aller là où on n'a pas d'argent à dépenser. Et ça, vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe, c'est un de nos grands challenges. C'est vraiment le déséquilibre des moyens par rapport aux ressources humaines qu'on peut mettre derrière. Et même chose que votre voisin, même question, le prix de la reine, est-ce que le prix qui a été indiqué la semaine dernière vous convient? Un peu dans la même situation que GE. Pas en première ligne, en deuxième ligne. Oui, en deuxième ligne, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Didier Genois, est-ce que vous avez le même constat sur les systèmes de subvention, trop de complexité? Alors, vous êtes dans les pompes à chaleur, j'imagine plutôt les pompes à chaleur industrielles. Les deux, pompes à chaleur industrielles et y compris les pompes à chaleur des particuliers qui se développent extrêmement vite. Qu'avez-vous pensé de la volonté française du président de la République de franciser cette filière? Alors, je pense qu'il y a une vraie volonté du gouvernement français d'accompagner la transition énergétique. Le plan 2030 avec les 54 milliards de subventions, c'est clairement une volonté politique affichée très forte. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, comme souvent en France, se passe la complexité opérationnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un particulier, une entreprise veut bénéficier de ces subventions, vous rentrez dans un méandre administratif où il faut comprendre ce à quoi vous avez droit et comment vous pouvez toucher ces subventions. Donc là, je dirais, c'est très franco-français. On a une volonté forte de le faire, mais dès qu'on descend dans l'opérationnel, les complexités sont un peu plus complexes. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'on a tendance à vouloir normer, voire surnormer. Donc je pense, ma recommandation, c'est, nous sommes dans l'Europe, il faut rester dans le cadre normatif de l'Europe et faire en sorte que la France n'aille pas au-delà. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, vous rentrez dans un système où ce qui est vrai en France n'est pas vrai en Allemagne, n'est pas vrai en Angleterre, n'est pas vrai en Italie, etc. Et là, vous rajoutez une complexité sur les entreprises. Vous avez un exemple à nous donner peut-être? Et puis je crois que votre voisin, lui aussi, a des exemples. Allez-y. Je pense que la volonté, vous avez des subventions sur les certificats d'économie d'énergie, etc. C'est très franco-français. Il existe la même chose en Allemagne, il existe la même chose un peu en Italie, mais les seuils ne sont pas les mêmes. Il faut à un moment donné harmoniser. C'est-à-dire que les besoins en France, en Allemagne ou en Italie sont les mêmes en termes d'efficacité énergétique. Pourquoi avoir des subventions différentes dans les différents pays? Oui. Xavier Martin, vous vouliez donner aussi un exemple. Alors vous étiez tout à l'heure dans la granularité, vous l'avez dit. Là encore, vous avez envie de dire quelque chose là-dessus. Sur la surtransposition. Je vais y rester. Donc on fait des produits de grande consommation. Les produits de consommation, grande consommation, ils sont achetés dans les supermarchés. Et pour la transparence de l'information et la protection des consommateurs, on a à mettre beaucoup d'informations sur les étiquettes de ces produits-là.
Alors, je vais vous donner un exemple du point vert. Je ne sais pas si vous vous souvenez du point vert, c'est pour le tri. À un moment, il y a eu une velléité en France d'enlever le point vert, alors que ce point vert était toujours une obligation dans d'autres pays européens. On se retrouve un peu perdu au milieu, puisque quand on a des produits qui sont produits dans les mêmes usines et qu'on doit suivre une régulation dans un pays et pas la suivre dans l'autre, c'est schizophrénique et les coûts explosent. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette décision n'a pas été prise et qu'on a regardé cette flexibilité. J'ai un autre exemple, on vend aussi des produits techniques qui sont des mastiques que l'on va mettre autour des baignoires, du silicone. Il y a des normes derrière et il faudrait se poser la question si c'est nécessaire d'avoir le CE européen, le SNJF français qui mesure à peu près la même chose, l'élasticité, etc. Et les différentes méthodes sur la mesure de ces normes ne justifient pas d'investir 2 fois pour arriver au même résultat. Donc voilà, être pionnier sur le RSE, c'est bien en France et je pense que c'est un vrai atout, mais il ne faut pas qu'on fasse cavalier seul et il faut être toujours dans le même tempo de l'Europe. Didier Gedré, je reviens vers vous sur la qualité des ingénieurs en France et en Allemagne. Ce sont deux grands pays d'ingénieurs, alors avec des systèmes de formation qui sont quand même assez différents l'un et l'autre, mais comment vous regardez les deux systèmes de formation et la disponibilité des ingénieurs? J'imagine que vous consommez beaucoup d'ingénieurs. Alors, je dirais que la France bénéficie d'un réseau filière de formation excellente. Vous avez en France, et c'est vrai aussi en Allemagne ou en Europe, d'excellentes filières de formation technique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Je pense que ça, c'est la même chose à peu près des deux côtés. Oui, après, il y a des modalités qui sont un peu différentes, mais la qualité des ingénieurs que nous avons en Europe est très, très bonne. Nous développons des produits, pas seulement en Europe, dans les différentes parties du monde, et on a différents centres de développement. La tendance chez nous, c'est plutôt d'avoir les centres de développement proches des marchés. En Europe, on a une qualité d'ingénieurs excellente, et on a décidé, il y a une vingtaine d'années, par exemple, d'implanter en France, dans la région lyonnaise, le centre de développement mondial pour une catégorie de produits. Et ça, c'est uniquement parce que la France a gagné la crédibilité technique de développer des produits, pas seulement pour la France et pour l'Europe, mais pour le monde entier. Et ça fait 20 ans que ça dure, et depuis 20 ans, certains produits sont développés en France, et le design est exporté après dans nos usines américaines ou chinoises. D'accord, donc tout va bien de ce point de vue-là? Je ne dirais pas que tout va bien, je dirais qu'aujourd'hui... Non, mais attendez, vous pouvez, c'est agréable. Hein. En qualitatif, je dirais qu'il y a d'excellentes filières de formation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... On manque d'ingénieurs. Il y a un manque de talent, c'est vrai dans les métiers d'ingénieurs, c'est vrai dans les métiers techniciens de service, par exemple. On parle aujourd'hui de remplacer des chaudières par des pompes à chaleur, mais le besoin en techniciens de service pour maintenir ces produits-là, il y a 10 000 emplois qui ont besoin d'être créés en France dans les 5 années qui viennent. Et ça, c'est la même chose en Allemagne ou pas? Parce que les questions soit démographiques, soit on peut avoir les mêmes difficultés ou pas? Je pense qu'il y a les mêmes difficultés. Je pense que l'industrie a besoin de faire connaître que les métiers industriels, une usine, ce n'est pas Germinal. C'est-à-dire que l'image de l'industrie, c'est sale, c'est pénible, etc. Vous venez dans une usine Carrier ou dans des usines autres, vous allez voir des industries qui sont propres, c'est pas de bruit, c'est digitalisé. Vous n'avez pas l'impression que la bataille culturelle a quand même été gagnée maintenant sur cette question de l'usine Germinal? Non, pas encore. Je pense pas encore. Je pense qu'il faut que les entreprises s'ouvrent aux écoles, aux jeunes, pour montrer que l'industrie, il y a des vrais métiers et des filières très intéressantes. Alors, je sens que vous n'allez pas être le seul à parler des difficultés de recrutement. Hugues Bellet, pour General Electric, est-ce que vous avez les mêmes interrogations? C'est vrai que c'est le discours. La dernière enquête de la Banque de France, je crois que c'était 44% des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. C'était monté à 60 il y a 1 an et demi, mais c'est encore 44%. Exactement. C'est le chiffre que j'avais en tête et on fait partie de ces entreprises. Je vous parlais de Cherbourg tout à l'heure, qui est quand même assez isolé. On a créé une entreprise de fabrication de pales d'éoliennes, hein, les pales de 107 mètres que j'évoquais. Il a fallu recruter de A à Z. Donc 700 salariés aujourd'hui dans l'entreprise. Il nous a fallu 3 ans pour atteindre cet objectif. Sachant qu'il y a des grosses entreprises qui sont déjà installées à Cherbourg, hein, comme Orano et Naval Group. Donc le vivier était quand même relativement limité. Donc une fois que vous avez fait le recrutement sur la ville, sur le département, sur la région, sur le territoire national, et ben vous allez même à l'étranger. Donc aujourd'hui, notre usine, je crois qu'il y a à peu près 12 ou 15 nationalités présentes dans une usine à Cherbourg.
Cette tension sur le bassin d'emploi pour cette usine, on le retrouve aussi sur d'autres sites avec pas forcément les mêmes problématiques, mais à Saint-Nazaire, avec la montée en puissance de l'éolien, il a fallu aussi recruter, mais vous êtes en face d'Airbus, en face des chantiers de l'Atlantique, donc tout le monde se bat avec les mêmes besoins, et donc ça crée des tensions. Donc je rebondis un petit peu sur la parole du président de la République hier, qui explique qu'on peut encore atteindre le 7%, voire descendre, parce que ce qu'on constate, c'est qu'on a encore dans nos entreprises beaucoup d'emplois vacants. Hier, il a dit avant-hier, réveillez-vous. Réveillez-vous, exactement. Et quelles sont les solutions pour y remédier? Parce qu'on a peu entendu les entreprises s'exprimer, en tant que journaliste, ça a été un peu une surprise, sur le volet régularisation du projet de loi immigration. Alors, je vous le disais, nous, on intègre quand même beaucoup de nationalités dans nos entreprises, entreprises globales, avec des sites partout en Europe et à l'étranger, et on fait tourner souvent les équipes sur nos sites. La réalité, c'est que je vois deux principaux leviers, et je tire le fil, parce que vous parliez de l'image de l'usine. Ce qu'on constate chez GE, puisque j'ai regardé les chiffres hier, on a 23% de femmes dans l'entreprise, sur 10 000 salariés. Donc se pose la question... C'est plus que sur cette tribune. Exactement. Donc on a un vrai problème. Et vous avez beau aller les chercher après l'école, en fait, déjà au sein de l'école, moi-même ingénieur à l'époque, on plafonnait à 10-15% de femmes dans les promotions. Donc il y a un vrai problème d'orientation très tôt pour inciter les femmes à se tourner vers ces métiers, parce qu'effectivement, on n'est pas dans l'usine de Germinal. Et ça, bon, c'est des politiques publiques qui doivent être menées en ce sens. Donc ça, c'est un premier levier, parce que si vous vous coupez de ce vivier, vous allez avoir beaucoup de mal à recruter selon vos besoins. Le deuxième levier, et ça, je rebondis sur la remarque d'Olivier Marchal en préambule, c'est la formation professionnelle. Vous avez encore énormément de formations aujourd'hui qui ne débouchent sur aucun métier, enfin, ou sur des métiers mais qui n'ont pas de besoin. Et donc il faut absolument pouvoir réorienter l'ensemble de ces formations vers les métiers de demain. La filière éolienne, enfin énergie renouvelable au sens large, je crois que c'est 150 000 nouveaux emplois dans la décennie. La filière nucléaire, c'est 100 000. Donc on va tous se battre pour les mêmes qualifications. Donc il faut absolument réorienter toutes ces formations professionnelles vers les métiers qui recrutent aujourd'hui. Merci. Un dernier mot, ça va être en 3 mots pour chacun. Un message de chacun d'entre vous. Alors, ce n'était pas prévu, je suis désolé, je vous prends un peu par surprise. Un message à votre maison mère et un message à la France. Allez, à ma gauche. La France est innovante et on peut compter sur les forces vives en France. Oui. C'est très bien. Moi, je dirais, on a un rôle. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et il faut le faire savoir. La France est un pays très attractif financièrement, en termes d'innovation, et il faut le faire savoir à l'extérieur de nos frontières. Oui. La France est pionnière. Pluriel. Pionnière. 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 Pluriel aussi, d'ailleurs. Et pluriel aussi, effectivement. Et continuons à le faire savoir au sein du pays et au-delà de nos frontières. D'accord, on est beaucoup dans le faire savoir. Donc nous, comme je le disais, on a un partenariat très fort entre les États-Unis et la France, des coopérations qui fonctionnent très bien. Donc c'est continuer dans cette voie. Et le message, évidemment, puisque la France a un vrai leadership en Europe sur les questions énergétiques, c'est de continuer l'accélération de la transition énergétique, parce que ce qu'on fait en Europe est quand même regardé de très près par d'autres régions, et notamment les États-Unis. Merci, messieurs. Merci de nous avoir écoutés. Bonne pause.
Ravie d'être là dans ce lieu. C'est toujours émouvant de se retrouver dans cet amphithéâtre. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, je suis un grand fidèle des États de la France. L'accord de Paris, c'est plutôt la mise en route de la direction de l'économie mondiale vers une économie décarbonée. Quels sont les atouts de la France dans ce domaine? On se doute et on devine que sur le plan numérique, on n'a pas des atouts extraordinaires. On va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre. À ses côtés, Raymond Soubi. L'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives sans drame. Et donc ce qu'on doit faire, c'est diminuer notre empreinte carbone tout en continuant à garder le même niveau de vie. Le modèle d'hypermondialisation n'est plus soutenable. On avait des composants qui parcouraient jusqu'à 800 000 km. Mais globalement, sur le plan de l'attractivité, la France se sort quand même bien de la mauvaise passe que le monde vient de traverser. En mettant en place le fonds de solidarité, tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. Avoir des centres de décision dans notre pays, c'est garantir aussi des arbitrages qui sont favorables au tissu productif français. C'est un élément du combat que nous menons tous et toutes dans cette salle. Alors, le ministre vient de nous y inviter. Nous allons maintenant nous mettre au travail.